Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shubha Language Academy en partenariat avec The French Algebra pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, le thème s'intitule L'habit comme langage non verbal. Alors, pour contextualiser un petit peu, comme d'habitude, je vais contextualiser ce thème d'aujourd'hui. Voilà. Dans notre société moderne, on affirme souvent que seul le talent, la compétence et le caractère comptent réellement. Pourtant, notre style vestimentaire continue d'influencer. Voilà, je vais laisser les autres entrer. Voilà. Pourtant, notre style vestimentaire continue d'influencer la manière dont les autres nous perçoivent. Les vêtements ne sont plus seulement un besoin pratique, ils communiquent une image, un message, parfois même un statut social. Alors, comment comprendre cette dualité? L'apparence est-elle un simple détail ou un facteur déterminant dans nos relations personnelles et professionnelles? Entre authenticité et pression sociale, liberté et normes implicites, le débat reste ouvert. Le style vestimentaire joue-t-il encore un rôle essentiel dans nos vies? C'est la grande question qui se pose ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on parle beaucoup de cette citation, l'habit ne fait pas le moine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les vêtements, et comme dit le titre, l'habit comme langage non verbal, quel est le rôle de nos habits, les vêtements qu'on porte? Qu'est-ce que ça change pour nous? Pour démarrer, je vous pose la grande question. Si vous avez quelque chose à dire, vous voulez dire quelque chose? Voilà, je vous passe la parole, Smetaji, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Oui, le vêtement est une forme puissante de langage non verbal parce que il communique silencieusement des messages sur la personnalité, sur notre état, statut social et aussi notre état. Et aussi notre intention bien avant que les mots ne soient échangés, également qui influence notre crédibilité et notre intégration dans un environnement donné. Mais je voudrais ajouter aussi quelque chose. Il y a une proverbe en français, l'habit ne fait pas le moine, oui. L'autre côté, c'est là aussi, parce que, selon moi, à mon avis, je pense que les vêtements donnent la confiance et on projette une personnalité. Quelquefois, les gens se présenter d'une manière très bonne et forte. Mais de l'autre côté, d'ailleurs, il y a aussi une apparence et une personnalité qui les autres ne voient pas, ne regardent pas. Oui. Mais selon moi, la vie, il consiste qu'on habille bien, mais l'habit n'a pas toujours, comment on dit, c'est an end in itself. Comment dire en français, an end in itself? It's an end in itself. Voilà, c'est la fin en soi-même. Yeah. Le but en soi-même. L'habit n'est pas toujours en forme en soi-même, oui. D'accord, très bien. Merci Mais beaucoup. merci beaucoup pour votre attention. Oui. Très bien, merci beaucoup, Smetaji. Alors, vous avez raison, vous dites que vous avez parlé de ces citations que l'habit ne fait pas le moine. Alors, à travers les vêtements, bien sûr, il y a beaucoup qui se cachent juste par, comme on dit en français, les apparences sont trompeuses des fois. On n'arrive pas à vraiment comprendre l'autre, ses talents, ses compétences et sa créativité, son imagination. Tout ça, on ne peut pas comprendre juste à travers les vêtements. Il faut vraiment établir un dialogue. Des fois, c'est compliqué d'établir un dialogue et par rapport aux vêtements, on peut se distancier des fois quand on considère que peut-être on ne peut pas s'approcher à cette personne. Très bien, merci beaucoup Smetaji. Je passe la parole aux autres. Si vous avez quelque chose à dire sur ce thème d'aujourd'hui, c'est quoi votre relation avec les vêtements? Vous pensez que les vêtements jouent un rôle important pour notre personnalité, pour notre existence surtout?
et est-ce qu'on peut vraiment décider la compétence ou la créativité ou bien la connaissance d'une personne à travers ses vêtements, son apparence extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez quelque chose à dire. Oui, je vous passe la parole, Pinky, on vous écoute. Oui, sir. Bonjour. Bonjour. Je pense l'habit décrit notre apparence, notre personnalité. Et par exemple, je suis une femme qui est très simple et je préfère toujours les vêtements simples et confortables. Je pense avec l'apparence, nos habits présentent nos idées, nos styles, nos avis. C'est ça. Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup, Pinky. Vous avez raison. En fait, à travers ce qu'on porte, ça projette notre personnalité, nos idées, nos valeurs, nos croyances et surtout notre personnalité, comme vous avez dit. Si vous portez quelque chose de simple, alors ça projette votre simplicité. Mais après, ça dépend de chacun. Des fois, quand on porte des vêtements simples, est-ce qu'on est une personne simple? Ça reste toujours comme débat. Mais c'est vrai ce que vous dites qu'à travers nos vêtements, on va passer un message. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous passe la parole, Babishi. À vous la parole. Vous allez activer votre micro, Babishi, si vous êtes en train de dire quelque chose. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai écrit quelques idées. Oui, allez-y. L'habit est souvent considéré comme un moyen de communication sans parole. En fait, ce que nous portons pas dire beaucoup sur nous. D'abord, il y a des avantages. Par exemple, sahabie bien montrer le respect envers l'autre. Aussi, certains vêtements montrent notre métier comme la uniforme des médecins ou des policiers. De plus, l'habit peut exprimer la personnalité ou le style de quelqu'un. Cependant, il y a aussi des inconvénients. Parfois, on juge les gens seulement par leurs vêtements, ce qui peut être une justice. Par exemple, une personne simple peut être mal vue si elle ne porte pas des habits chers. Parfois, cela crée des stéréotypes. En conclusion, l'habit est un langue non-verbale important, mais il ne faut pas oublier que son qu'on porte ne montre pas tout. Le plus important, c'est la façon dont on agit et qui on est vraiment. Merci. Merci pour votre attention. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Babeshi. Alors, c'est bien ce que vous dites. En fait, à travers nos apparences, peut-être ça peut aussi être, on a dit que les apparences sont trompeuses. Et ce que vous dites, ça me fait penser à ça, que à travers les habits, les vêtements, quand quelqu'un porte les vêtements luxueux, peut-être ça va générer le respect envers cette personne. Mais en même temps, la simplicité, c'est, comme on dit en français, que c'est vraiment quelque chose de compliqué aujourd'hui, de rester simple. C'est la plus grande sophistication qu'on trouve aujourd'hui. Et donc, même si on est simple, peut-être ça va créer, comment dire, un rapport intéressant avec quelqu'un d'autre. Et puis, vous dites que ça peut aussi générer les stéréotypes à travers les vêtements. Donc, il faut vraiment se méfier et il faut rester à travers le contact, à travers l'échange. Ça compte beaucoup plus que les autres éléments, je dirais, physiques. Très bien, merci. Voilà, je passe la parole à vous, Akansha. Allez-y, je vous écoute. Merci, monsieur. Je voudrais dire quelques points sur ce débat, ce qu'on fait aujourd'hui. Tout d'abord, je pense, il y a des avantages des vêtements qu'on porte et il y a des effets négatifs aussi. Je pense, premièrement, je voudrais dire que ce qu'on porte, ça nous donne l'impression, ça donne un impact important dans l'esprit des personnes.
qui sont dans le monde. Deuxièmement, je pense, personnellement, je pense que ce qu'on porte, ça reflète des émotions, l'état des esprits, la statut dans la société et ça reflète une vraie personnalité qu'on a. Et je pense, mais la question importante, selon moi, c'est est-ce que c'est important de juger quelqu'un seulement la manière d'apporter des vêtements? Est-ce que c'est une question brûlée dans ce monde de nos jours? Alors, pour précisément, je voudrais dire qu'il y a un chef, je voudrais donner un exemple ici. Il y a un chef d'un restaurant et quand je le vois, premièrement, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est une personne normale et il n'a pas beaucoup d'argent, mais quand j'apprends quelque chose, j'apprends de lui, il est le chef d'un restaurant, mais il s'habille dans la manière très simple. Alors, j'ai l'impression qu'on ne juge pas les personnes seulement dans les vêtements qu'elles portent. Alors, je, je laisse ici et oui, merci. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Akansha. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire au premier regard, ce qu'on peut vraiment penser, ce qu'on peut vraiment dire à propos d'une personne, peut-être ça ne va pas être la même chose après l'avoir rencontrée et ça va tout changer notre image, notre perception. Et donc, c'est vraiment entrer dans un dialogue après qui veut dire il faut vraiment entrer dans cette communication parce qu'il faut briser, comme on dit, briser la glace, parce qu'après, sinon, on reste dans cette zone de préjugés, de stéréotypes, et peut-être on va rater une opportunité immense d'avoir contacté, de s'être mis en contact avec quelqu'un d'autre. Très bien. Et alors, une grande question qui se pose ici, c'est que est-ce qu'on est libre de porter ce qu'on veut porter ou on doit vraiment, comment dire, penser au code vestimentaire. Des fois aussi, il y a des codes culturels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour aller au travail? Des fois, on dit que non. Le talent, c'est le truc le plus important. Et donc, même vous portez peut-être un t-shirt ou bien un jogging, ça peut marcher, ou même un short, ça marche. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est libre de porter tout ce qu'on veut, ou bien il y a des codes vestimentaires qu'on doit suivre, ou bien on est obligé de suivre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quelqu'un qui s'intéresse à répondre à cette question? Ou bien si vous avez d'autres idées. Oui, Smetaji, allez-y, on vous écoute. Oui, selon moi, il est obligatoire de suivre les règles quand on travaille dans une entreprise ou une société internationale et aussi quand les femmes ou les gens travaillent dans une école ou tout ça. Mais je pense que beaucoup de temps, excusez-moi, c'est mon avis. Nous portons pour les autres. Nous ne portons pas ce que nous aimons. Nous portons nous suivre la mode, mais ça marche, c'est bien. Mais je pense que on est confortable dans ce qu'on porte. C'est très important, oui. D'accord, très bien. Je pense que c'est pour la société ou pour les amis ou pour la droite où on voit, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a les endroits et les lieux quand on doit suivre les règles. C'est vraiment, vraiment très important. Mais il y a beaucoup de temps quand on a le code, aussi la couleur de code qu'on est suivre. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire
tout le temps pour porter ce que pour les autres. Parce que confortable, on est confortable, ça marche, la couleur plaît, ça marche bien, oui. C'est mon avis. Excusez. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Smetaji. Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire, des fois, il y a aussi cette pression sociale. Il faut plaire aux autres, et puis aussi, il faut penser aux autres avant de porter quelque chose. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont passer des commentaires ou bien d'autres choses? Et puis aussi, ce qui compte le plus, c'est que les vêtements soient confortables quand vous les portez. Et ça dépend de l'occasion, ça dépend de l'événement, ça dépend de lui aussi. Voilà, très bien. Voilà, je passe la parole à Akansha, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y, on vous passe la parole. Merci, monsieur. Je suis absolument d'accord avec Madame Smita. Cependant, à mon avis, je pense que nous sommes les animaux sociaux. Oui, vivons dans la société et on doit absolument suivre les règles de la société. Si on travaille dans et c'est comme si on travaille dans les écoles ou dans l'entreprise, il y a des règles, certaines règles qu'on doit suivre. Alors, à mon avis, que si on ne suit pas les règles de la société, des entreprises, il y a des impacts négatifs aussi dans le travail. Alors, je pense que on doit suivre les règles. Quelquefois, quand on ne travaille pas ou il y a du temps quand nous sommes libres, on a des opportunités de porter des vêtements, ce qu'on veut. Alors, je pense qu'on doit respecter les règles des entreprises. Alors, quelquefois, c'est important. Merci. D'accord, très bien. Alors, il faut suivre, comme vous dites, Akansha, c'est l'uniformisation, c'est-à-dire pour qu'on se sente bien dans un groupe et aussi pour vraiment faire avancer l'objectif auquel on travaille. Ça, c'est nécessaire. Et donc aussi, c'est un milieu professionnel, ça devient d'autant plus important pour nous de vraiment adhérer à certains codes vestimentaires aussi. Et des fois, comme vous dites, que de temps en temps, on a des occasions, des fêtes, des événements culturels où on peut s'habiller comme on veut. Et après, il y a un code. Mais ça me fait penser aussi à ce terme qu'on dit en français, c'est le lookisme. Alors, on va en parler, mais le lookisme, c'est-à-dire quand il y a des jugements, quand on va discriminer les gens basés sur leur apparence physique. Et donc, ça se joue énormément dans notre monde aujourd'hui. Et comment est-ce que le lookisme va m'influencer? Est-ce que ça va ça va m'aider à avancer dans ma vie d'une façon positive ou ça va peut-être détruire ma confiance et que je vais me trouver dans un état épouvantable? C'est encore une grande question. Voilà, merci Akansha. Voilà, je vous passe la parole à Indira, on vous écoute. Bonjour monsieur. Selon moi, je pense qu'il est obligatoire de respecter des règles de vestimentaire selon le code de travail comme l'entreprise ou quelques hôpitaux comme ça. Parce que je pense si une personne qui travaille dans une industrie ou usine, il doit porter l'uniforme avec le gant, des lunettes pour protéger des yeux comme ça. Et après, quelqu'un qui travaille dans le laboratoire, il est obligatoire de porter des gants et de vêtements de laboratoire comme le coat, manteau, comme ça. Il y a quelques personnes qui travaillent dans l'hôtelière, comme il doit porter l'uniforme avec comment on dit pour le cap, ça, monsieur? Qu'est-ce qu'on dit pour le chef qui porte le chapeau? Non, on va dire peut-être mon chapeau. Oui, chapeau pour le chef.
Oui, et ça, c'est obligatoire, je pense. D'accord. C'est- Oui, oui, bien sûr. Il y a certaines, c'est-à-dire, le code vestimentaire, ça joue un rôle important pour certaines professions. On ne peut pas les éviter. On ne peut pas les ignorer non plus parce que ça fait partie de notre performance. Parce qu'après, si on va éviter de porter tout ce qui est censé porter sur la tête, alors peut-être ça ne va pas nous aider à créer peut-être des produits, voilà, Travail de personne. voilà. Donc ça, c'est nécessaire. Très bien. Merci, Indira. Voilà, Champa, oui, à vous la parole. Voilà, Champa, je pense qu'elle s'est déconnectée. Il y a un petit souci technique chez elle. Voilà. Alors, je vous ai... Bonjour, monsieur. Ah oui, bonjour, Champa. Oui, à vous la parole. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. À mon avis, je crois qu'il est important de uniformité. À l'école, l'uniforme permet de créer de l'égalité entre les élèves et d'éviter les différences sociales. Et aussi pour le au milieu de professionnels, au milieu professionnel, il est important de pousser cette personne pour porter une vestimentaire ou un vêtement professionnel et il y a d'autres côtés, cependant, ces règles peuvent aussi créer cette personne se cache et elle exprime leur style et leur culture ou leur identité. Mais je crois que le code vestimentaire est nécessaire pour maintenir une uniformité et de le respect. Mais pour exprimer notre personnalité il reste dans le facteur économique et social aussi. Donc, les gens qui est beaucoup riche, qui achète acheter impulsivement, c'est une autre question, mais je crois le vestimentaire donne une importance, créer une importance qui nous satisfaisant. C'est ça, monsieur. Je Très crois. bien. Merci. Merci, Champa. Merci. Alors, quand Attention. vous parlez de l'appartenance, c'est bien parce que ça nous montre à quel point on est associé avec une organisation, un groupe, une communauté. Et ça nous fait du bien aussi pour avancer dans sa vie. Mais en même temps, on voit des rebelles, les gens qui aiment bien porter leur propre style vestimentaire pour nous dire que moi, je suis seul, je suis unique. Et ça, c'est vraiment la tendance des fois. Très bien. Merci. Je vous passe la parole. Je peux intervenir un petit peu, monsieur Jayawardene. Moi, je m'appelle Oui, Donna.
Oui, Et allez-y, Donna, bonjour on tout vous le écoute. monde. En fait, je suis absolument d'accord avec Madame Smita, comme elle avait expliqué tout au début. Si on est obligé aujourd'hui de garder un respect vers les autres, d'avoir porté les vêtements, ça c'est une question importante et à la fois difficile, je trouve. Et cela applique non seulement sur les vêtements, mais sur quasi-totalité de sujets aujourd'hui. Nous ne sommes pas entièrement libres aujourd'hui. Nous devons respecter les autres. Nous devons faire une partie de la société aujourd'hui. Et c'est la raison que nous devons porter les vêtements qui causent pas un problème vers les autres. Donc, nous ne sommes pas du tout indépendantes. Donc, je pense que c'est tout la situation aujourd'hui. Et même si, comme vous aviez mentionné une fois, les sujets de rebelles, il existe des rebelles qui s'affichent comme moi, je suis unique et je voulais porter n'importe quoi. Mais ça peut fonctionner dans un forêt ou quoi, mais pas du tout dans une société sur laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est tout, monsieur. Je vous laisse. Très bien, merci beaucoup Donna. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire si on doit suivre un style assez spécifique, il faut trouver soit son clan, son groupe, sa communauté, sinon il faut aller dans la forêt. Mais bon, il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire ils restent dans la société, ils montrent leur existence, mais bien sûr ça c'est important parce que notre apparence ne doit pas causer des problèmes pour les autres. Ça c'est intéressant ce que vous dites. Très bien, merci, je vous passe la parole du tout. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je pense que c'est nécessaire d'identifier pourquoi quelques règles sont en place pour le code vestimentaire, pour le travail ou d'autres lieux. Je vais vous donner un exemple. J'étais enseignante en Inde. Avant, je suis arrivée dans un nouvel pays. J'étais enseignante en Inde et maintenant je suis enseignante ici au Canada aussi. Mais quand j'ai commencé le travail à l'école, je me suis rendu compte que le code vestimentaire d'enseignants était un peu différent et c'était le code comment décrire ça? C'est comme quelque chose non-verbal, mais toutes mes collègues comprennent ça, mais pour moi, c'était quelque chose que j'ai pris un peu de temps d'identifier. Par exemple, les couleurs de vêtements. Quand j'étais en Inde, pour moi, ce n'était pas une question de couleur. J'étais porte les vêtements qui sont confortables, mais je n'ai pas pensé des couleurs en Inde. Mais ici, c'est quand une fois, je porte quelque chose avec les couleurs très vivantes, les couleurs vivantes. Une collègue dans mon école m'a dit que les nombres des enfants dans l'école au Canada, généralement, dans chaque classe, il y a plus des enfants qui ont
besoins spéciaux ou donc et les compétences spéciales, je ne sais pas comment on dit special needs, c'est besoins spéciaux. Donc, c'est nécessaire que l'enseignante ne porte pas le vêtement de couleur très vivante. Donc, c'était une nouvelle, j'ai oublié le mot de discovery. La découverte pour vous. Oui, c'était une nouvelle découverte pour moi. Et après ça, c'est une réalisation nouvelle. Et après ça, je comprends et je suis la règle. Mais oui, je pense que dans la différentes cultures, on peut prendre un peu de temps, pour réaliser quelle que c'est la règle vestimentaire. Mais le même temps, quand j'ai pensé de raison sur sa règle, j'ai réalisé, OK, il y a la raison importante donc, pour mes enfants, donc c'est nécessaire que je suis la code vestimentaire. C'est tout. Très bien, bravo. Merci d'avoir partagé tout votre expérience personnelle. Alors, c'est vrai, quand on change son pays, alors il faut suivre, il faut s'adhérer à un nouveau système et surtout avec le code vestimentaire. Des fois, en Inde, on aime bien s'habiller avec des couleurs vives, animées, mais ça ne se passe pas de la même façon quand on parle d'autres pays et surtout quand on parle peut-être en Europe, au Canada, dont vous parlez. Alors, selon le contexte, il faut s'adapter. Très bien. Merci. Alors, je vous ai choisi une petite vidéo que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, c'est Fashion Style et c'est une vidéo où on va voir des fois, c'est très pêle-mêle des fois parce qu'on n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est vraiment la mode, c'est la fashion ou bien comment ça change. Alors, écoutez bien. Je vous mets même les sous-titres pour vous faciliter la compréhension. Écoutez bien. Alors, hop, voilà. Ça y est. Période dans ma vie, celle où ma mère m'habille. Vestimentairement parlant, il y a eu 2 périodes dans ma vie, celle où ma mère m'habillait. À croire que ma mère choisissait mes vêtements comme ça. Oh, mais c'est quoi cette merde? Je lui prends. On peut comprendre que j'ai eu envie d'arriver assez rapidement à la période où je choisissais mes vêtements. Hein, c'était entre le primaire et le collège. Et là, je me suis fait une petite folie. Hein, j'avais un style assez incroyable. Puisque j'avais des baskets, un jean, un t-shirt. Voici Normalman. J'adore Coldplay et les films de Quentin Tarantino. Normalman. Le gamin le plus normal du monde. D'ailleurs, j'ai pas trop changé. En fait, j'aimerais bien avoir un style, un truc un peu original et tout, mais en fait, non. J'ai peur que si je tente, j'ai cette réaction. Eh, salut les copains, ça va? Eh, salut Cyprien. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Je sais pas d'où ça. N'importe quoi. Je crois que c'est tombé sur moi à un moment. J'avais pas remarqué. Mais je suis assez admiratif des gens qui arrivent à avoir leur propre style. J'avais un pote au lycée, il est devenu gothique. C'était pas mal. Le seul truc bizarre, c'est qu'il est devenu gothique du jour au lendemain. Ça se trouve, ça peut arriver à tout le monde. Bah, que le type eau batte le type feu, par exemple, ça c'est logique. Attends une seconde. Alors que le type insecte qui bat le type psy, c'est n'importe quoi. C'est comme le type dragon qui bat le type dragon, quoi. C'est plus d'idées, quoi. Ils ont plus d'idées, ouais, c'est ça. N'empêche, c'est quand même important le style vestimentaire, ça détermine un peu qui tu es, à quel groupe tu veux appartenir. Ah bah si. Moi, il y a des scènes que j'ai rarement vues, quoi. Que j'ai jamais vues. Hier soir, j'étais à un vernissage, comme je te disais, tu sais que mes parents possèdent l'appartement au-dessus de la galerie d'exposition. Frère, viens. Il y avait un débat d'idées. Frère, t'as pas une clope? Pour mes fûts, t'as pas une clope? Encore un fils à papa. Mais c'est à moi que tu parles! C'est à moi que tu parles comme ça! Moi, la mode, je trouve ça mais vraiment épatant, quoi. Pour qu'un truc soit à la mode, il faut lui donner un nom. T'as un truc moche, tu lui donnes un nom, ça devient à la mode. Attends, mais
Ton pantalon il est trop petit? Ah non mais mon pantalon il est pas trop petit, c'est un slim. Ah si c'est un slim. Ah bah si c'est un slim alors ça va, désolé. Je pensais que c'était un pantalon trop petit mais non c'est un slim, oui. Slim. Attends mais ton pantalon il est trop grand? Il est pas trop grand mon pantalon, c'est un baggy. Ah c'est un baggy. Ah oui autant pour moi, c'est un baggy. Ça va alors si c'est un baggy. Ouais, c'est comme lui, il a aussi un baggy. Ah non moi par contre c'est un pantalon trop grand. Oh il porte un pantalon trop grand. Franchement, j'aime bien tous les styles, hein, les gothiques, les hipsters, les sportifs, les gens normaux. Mais il y a vraiment des trucs que je ne peux pas cautionner. Je peux pas. Attention, à chaque fois que vous retournez le col d'un polo ou d'une chemise pour vous donner un côté cool, un chaton se suicide. C'était un message de la planète toute entière. Il y a ça, et ceux qui portent des lunettes de soleil la nuit. Ces mecs-là, j'ai envie de leur dire, pourquoi tu portes des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil? Je suis aveugle. Ah. Ah oui, et comme j'en ai marre d'être Normalman. j'ai créé mes propres t-shirts. Je dessine tous les visuels. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer à quel point c'est un état assez embrouillé. On n'arrive pas à comprendre est-ce qu'on doit porter ceci, cela. Dès qu'on lui dit à quelqu'un, ah, tu portes ton pantalon est trop petit, c'est slim. Ah d'accord, je ne savais pas. Et quand on lui dit que ton pantalon c'est très grand. Ah non, c'est un baggy. Ah d'accord, je ne savais pas. Et donc, il y a des gens qui se moquent de nous aussi après. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un état assez comment dirais-je, difficile de comprendre. Et il a même dit que si vous trouvez un truc moche et vous donnez un nom assez difficile à ce truc-là, donc ça va devenir la mode, la tendance. Donc ça change, ça change, ça change. Voilà. C'est clair? Si vous avez quelque chose à dire? Non, c'est bon? Très bien. Oui, Harpreet, on vous écoute, allez-y. Oui, je voudrais dire que les codes vestimentaires ne sont pas seulement pour les grandes entreprises, mais je pense que c'est le respect de l'environnement. Par exemple, dans certains lieux, bien s'habiller montre du respect pour les règles ou les traditions. Par exemple, comme les Indiens, dans les religions, dans les lieux religieux, on demande de couvrir les épaules ou les jambes. Et je pense que pour les mariages, arrivons jeans et baskets à un mariage très chic, peut-être considéré comme déplacé. Alors, et pour la sécurité aussi, je pense que c'est important, comme le casque et les chaussures de sécurité. Je pense que ce sont des parties du code vestimentaire. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Harpreet. Vous avez raison. C'est-à-dire, selon les occasions, selon les événements, il faut s'habiller. Et donc, il ne faut pas vraiment créer des polémiques et des controverses. Après, ça devient vraiment compliqué de vraiment les pacifier après. Très bien. Merci. Voilà. On va continuer. Je vous ai choisi une autre vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à lever la main. Je peux toujours vous passer la parole. Alors, il y a une autre vidéo où on va essayer de comprendre l'évolution de style vestimentaire. Et donc, cette vidéo s'intitule L'habit ne fait pas le moine. Voilà, je vais élargir ça. Alors, écoutez bien. Est-ce que le vêtement a un pouvoir véritable sur vous? De nos jours, on s'en est servi pour dénigrer l'importance de l'apparence, comme si quelqu'un qui s'apprêtait était quelqu'un de profondément faux ou mauvais. Quand quelqu'un porte un costume, on pense directement qu'il est d'extrême droite. Autant vous dire que quand j'en mets, je me fais traiter de choses, je peux pas le dire là, sinon je vais être censuré. Oscar Wilde disait que la mode est quelque chose de tellement laid qu'on doit la changer tous les 6 mois. Aujourd'hui, on doit la changer tous les 2 jours. Si je vous montre cette photo... Voilà. Right here, right. Voilà, on va enlever les publicités. Je suis désolé. Attendez un petit moment. Hop.
Voilà. Donc, je vais remettre cette idée pour vous. Alors, je partage mon écran. Voilà. Vous allez me dire si c'est visible pour vous. Attendez, je repartage mon écran. Voilà. Et ça y est. Voilà, regardez bien. Et je vous mets même les sous-titres, comme ça va vous aider à mieux comprendre. Des fois, il y a des termes assez... enfin, ça dépend du contexte aussi. Écoutez bien. Dicton célèbre et français. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas juger sur les apparences. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Dicton célèbre et français. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas juger sur les apparences et ce qui compte vient du cœur, de l'intérieur. Et pourtant, depuis que l'homme s'habille, c'est tout l'inverse. Paradoxal. L'expression apparaît pour la première fois au Moyen-Âge. Le proverbe a pour origine la France médiévale et apparaît la toute première fois au XVe siècle, dans des formes plutôt proches et dans un contexte profondément religieux. L'habit ne fait pas le moine. À cette époque, le vêtement de moine, sa bure, sa capuche, sa ceinture de corde, symbolisait l'humilité, la pauvreté et la rupture avec le monde. Le moine vit en dehors de la société. Certains portaient l'habit de moine sans avoir une foi intérieure extraordinaire, et la véritable signification est que ce vêtement ne suffit pas à faire la vertu. Porter la robe monastique ne fait pas de toi un homme pieux, tout comme porter le costume ne fait pas de toi quelqu'un d'élégant, ou de profondément bon. Alors ok, oui, un paradoxe énorme de notre époque, ce proverbe, censé dénoncer l'hypocrisie, a été très souvent interprété à l'envers. De nos jours, on s'en est servi pour dénigrer l'importance de l'apparence, comme si quelqu'un qui s'apprêtait était quelqu'un de profondément faux ou mauvais. Et ça, quelle bêtise. C'est comme si soigner son image était une forme de tromperie. Quand quelqu'un porte un costume, on pense directement qu'il est d'extrême droite, qu'il est riche, qu'il est bourgeois, qu'il est forcément mauvais ou malhonnête. En ce qui concerne les vêtements, au contraire, de toutes époques et de tous horizons, on observe que l'habit a quasiment toujours eu une valeur de sacré. Partout, à toutes les époques, les peuples ont codifié les apparences. En Chine impériale, les couleurs et les brocarts de soie distinguaient les mandarins du peuple. Au Japon, les samouraïs portaient leurs kimonos, leurs insignes de clan, comme on porte un blason. Chez les peuples amérindiens ou autochtones d'Amérique du Nord, les peintures, les bijoux racontaient la tribu, le rang et le courage. Le vêtement n'a jamais eu pour but de masquer ce que vous êtes, mais de montrer qui vous êtes. La nuance est quand même importante. Le vêtement doit être une extension de vous et de votre âme, et non pas un masque que l'on enlève ou que l'on met. Le vêtement n'est pas un déguisement. L'habit avant tout est une protection contre les éléments naturels et une expression de vous, soit de votre statut, soit de votre fonction, soit de vos goûts ou alors de qui vous êtes. L'habit est un véritable langage codé. Et ça tombe bien, parce que partie 2, l'histoire de l'habit comme langage. Depuis toujours, Voilà, on a vu l'évolution et au début, ça montre ce qu'on porte, ça montre notre appartenance et d'où on vient et surtout qui êtes-vous. Alors, mais des fois, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tout montrer, on ne peut pas montrer à tout le monde que moi, je suis cette personne, je viens de cette communauté parce qu'après, ça dépend comment on en a parlé, ça dépend aussi du contexte. l'habit a été plus qu'une protection contre le froid. Le vêtement a d'abord pour but de protéger des éléments naturels, comme je l'ai déjà dit, le vent, le froid, mais pas que, le soleil, la chaleur, le sable. Cependant, il est ça et bien plus que ça. Le vêtement est un langage, une frontière entre le chaos et la civilisation. L'homme qui s'habille, c'est l'homme qui se distingue de l'animal. Tout comme l'écriture a changé l'histoire de l'homme, le vêtement en a fait tout autant. Et c'est une chose dont on parle jamais. Peut-être que ça pourrait être un sujet de vidéo prochainement. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce sujet. Mais revenons à ce que je disais. L'homme se distingue notamment de l'animal par le fait qu'il porte des vêtements, et donc qui affirme qu'il ne subit pas la nature, mais qu'il la domine. Et ça pour tout le monde, partout, toutes les époques, tous les peuples. Chaque civilisation a inventé ses propres codes vestimentaires. Des plis de la toge romaine au revers du costume moderne, le vêtement est devenu un langage silencieux, mais redoutablement éloquent. Car avant même de parler, on se présente, et notre tenue est la première phrase que l'on prononce. Dans la Rome antique, tout était symbole. La toge blanche des citoyens libres s'opposait à la simple tunique des esclaves. Le pourpre, la couleur du pouvoir, était réservée à l'empereur. Cette couleur était extraite d'un coquillage rare, qui avait même plus de valeur que l'or. Ça c'est pour votre culture G. Et c'est très étonnant de voir que la couleur pourpre était vue comme le symbole ultime de l'empire, donc de la vérité et du pouvoir, alors qu'aujourd'hui le pourpre, autant vous dire que quand j'en mets, je me fais traiter de choses, je peux pas le dire là, sinon je vais être censuré. Dans la Rome antique, s'habiller c'était montrer sa place dans la cité, et sa vertu. En Grèce antique, le vêtement symbolisait la mesure, la discipline et l'harmonie du corps et de l'esprit. Kalos kagatos, on connaît tous la formule. L'élégance n'était pas vanité, mais symbole de raison. Le vêtement était déjà politique, mais ça on y reviendra plus tard. Ce principe que le vêtement traduit la dignité traversa les siècles jusqu'à devenir la base de toute société civilisée. Au Moyen-Âge, l'habit devient hiérarchique. Les tissus nobles, la longueur des manteaux, la coupe sont strictement réglementés. Par exemple, un paysan n'a pas le droit de s'habiller comme un seigneur, et on ne peut pas s'habiller comme notre seigneur. Mais on peut reprendre les couleurs, le blason et les symboles. On pourrait presque dire que ça devient clanique, parce qu'au Moyen-Âge, on n'est pas encore sur des royaumes unis.
On est plutôt sur des duchés fédérés. Et là, ça devient trop compliqué. Alors, au cours du Moyen-Âge, qui s'étale quand même sur quasiment 10 siècles, il y a eu plus ou moins des phases de vêtements, plus ou moins en fonction des époques et plus ou moins aussi en fonction des lieux. On s'habillait pas pareil en Espagne qu'en France, et encore moins en Écosse. C'est une partie de l'histoire qui est beaucoup trop longue pour la résumer simplement. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Là aussi, je vous laisse me dire en commentaire. Puis vient la Renaissance, l'explosion du goût, de la couleur, du raffinement et le retour à une forme de visuel héritée de l'Antiquité. Que ce soit dans l'art, le mobilier ou le vêtement. Pendant la Renaissance, l'homme découvre qu'il peut s'exprimer avec le vêtement. Les nobles rivalisent de somptuosité, mais aussi d'art. Le vêtement devient un portrait de soi. Dans les cours d'Europe, la mode devient un langage de pouvoir. François Ier, Henri VIII, Charles Quint, chacun appose son style. Le vêtement n'est plus social, il devient stratégique. Puis, au 19e siècle, l'avènement du costume, le costume moderne. Avec la révolution industrielle, tout change. Les cartes sont rebattues. La hiérarchie explose, mais le vêtement trouve un nouvel équilibre, une nouvelle figure de proue qui va s'imposer mondialement, le costume. Né en Angleterre au XVIIIe siècle, il devient au XIXe siècle le symbole universel de la respectabilité. Beau Brummel, dandy anglais et ami du prince de Galles, impose un idéal, sobriété, précision, élégance discrète. Être bien habillé, c'est ne pas se faire remarquer. C'est là que l'homme moderne naît, discipliné, mesuré, maîtrisé. C'est même les bases du sartorialisme actuel. Le costume devient l'uniforme du monde civilisé, un signe de sérieux, de rigueur et de réussite. Réussite, ça veut pas dire bourgeoisie. Quand on parle de réussite, on parle tout simplement de réussite sociale. Posséder tout simplement ce qu'on mérite. Ça n'a pas grand chose à voir avec une certaine bourgeoisie ou d'accumuler des richesses. Le costume, c'est également un symbole de respect. Un mot très vulgaire en 2025. Il faut bien comprendre que cette stature, cette beauté et ce sens du respect, qui passe par le vêtement et principalement par le costume, ça ne touche pas que la bourgeoisie, mais bien la totalité de la population. Du plus simple paysan au docker, au mineur, ou même à l'ouvrier, tout le monde bossait en costume. Et c'est pas des blagues, hein. Regardez dans les séries comme Peaky Blinders. Vous pouvez voir dans les premières saisons que les gens qui travaillent autour des Peaky Blinders, les dockers, les pelleteurs de charbon ou les ouvriers, eh ben, ils sont avec des costumes en tweed en fait. Ce n'est pas une exagération de la série, c'est la vérité. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'était le costume à l'époque. Une norme sociale. Puis vient le XXe siècle. Tout est bouleversé, le vêtement quitte les castres pour devenir une identité individuelle. Après la guerre, on veut vivre, créer, respirer. Il faut que ce soit beaucoup moins droit, il faut que ce soit beaucoup moins statutaire. On a envie de liberté. Les tailleurs s'adoucissent, la jupe s'écourte, la chemise s'ouvre, les jeunes s'habillent contre les anciens. Le jean devient un symbole de liberté, puis de contestation. Chaque décennie invente un nouveau style, le vêtement cesse d'être un uniforme collectif pour devenir un manifeste. De rébellion et d'affranchissement pour le meilleur et surtout pour le pire. On ne porte plus pour être ce qu'on est ou pour une situation, s'apprêter, s'endimancher, à part dans de très rares occasions, notamment les événements, les mariages. On perd ce côté respectueux et des convenances pour être ce que l'on porte et on ne peut plus porter ce que l'on est. Je suis très fier de cette phrase. Et peu à peu, comme c'est le cas aujourd'hui, les frontières entre distinction et désinvolture s'effacent. Jusqu'à aujourd'hui où tout est permis. Aujourd'hui, les codes se sont mélangés, dilués, souvent perdus, à mon grand désespoir. La règle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de règle. Ce qui d'ailleurs fait une règle en soi. C'est un peu stupide, mais le costume s'est effacé, la cravate a disparu et l'uniforme social est devenu le sweat à capuche. Le baggy, la basket et le confort du prêt-à-jeter asiatique devient la norme. Bien que si vous voulez mon avis, le mot confort est à revoir. Mais le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant jugé l'apparence que de nos jours. En entretien, en vidéo, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la rue, et c'est pas moi qui dira le contraire. L'image décide avant la parole. Et n'importe qui peut porter n'importe quoi. Les codes n'ont pas changé aujourd'hui, ils sont morts, car une génération n'a pas fait le devoir de mémoire, et a oublié de les apprendre à une génération suivante, qui d'ailleurs n'aurait jamais écouté. Dans cette histoire, les torts sont partagés. Donc l'habit reste bien un langage, mais beaucoup ont oublié comment le parler. Partie 3, le déclin de l'habit et de la... Voilà, avant de passer à cette partie, le déclin de l'habit, on a vu dans cette partie-là qu'il y avait cette évolution qu'on a vue à travers l'Antiquité. On est passé par le Moyen-Âge et après la Renaissance, on est passé par la Révolution industrielle où on a vu même en costume les gens travailler. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui. On ne trouve, on ne le trouve plus parce que on a vu que pendant le 19e siècle, surtout au 20e siècle, il y avait un grand changement et donc c'était plutôt la liberté. Et donc chacun voulait montrer que moi, je suis unique et mon existence, ça compte beaucoup plus que d'autres choses. Et puis aussi, on a vu que les codes n'existent plus, il n'y a plus de codes. Et de plus, le confort, c'est quelque chose de discutable parce qu'après, on ne sait pas le confort de quelqu'un d'autre, ce dont on a parlé. Peut-être c'est quelque chose de confortable pour une personne, mais ça peut mettre l'autre mal à l'aise, qui sait. Et donc, le confort devient quelque chose de complexe aujourd'hui. Donc, si je dis que moi, je me sens à l'aise quand je porte ça, mais peut-être l'autre n'aime pas que je porte telle ou telle robe ou tel habit. Voilà, et donc c'est vraiment quelque chose de complexe qu'on trouve autour de nous aujourd'hui. Voilà, et donc n'importe qui porte n'importe quoi. C'est ça que ce monsieur dit dans cette vidéo, cette partie-là. Voilà, on va écouter le déclin de l'habit. C'est-à-dire, il y a un déclin.
valeur. Pendant des siècles, l'habit a porté la valeur. Il traduisait la dignité, la fonction et le respect. Mais depuis des décennies, il s'est vidé de sa signification. Dans notre monde saturé d'images, le vêtement ne dit plus qui nous sommes, il dit ce que l'on veut vendre. Le vêtement s'est démocratisé et c'est une bonne chose. Et comme toute démocratisation, elle a un prix, la perte du sens. Voilà, je vais enlever la publicité. Là. Voilà, je vais repartager mon écran. Voilà. Ok. Voilà, je repartage mon écran. Ici, on est en train de parler des valeurs, que le respect, la valeur, ça fait partie de nos vêtements. C'est quand il y a un déclin, en ce qui concerne les vêtements, il y a aussi un déclin pour tout ce qui est le côté respect, valeur. Écoutez bien. La coupe, la couleur est maîtrisée et c'est une bonne chose. Et comme toute démocratisation, elle a un prix, la perte du sens. Autrefois, le tissu, la coupe, la couleur et même la forme d'un vêtement racontaient une histoire. Une histoire ou un rang ou un effort ou une situation. Typiquement, la jaquette pour un mariage, le costume 3 pièces pour le quotidien, la veste sport pour aller voir du sport, le henley, le pantalon de flanelle pour le soir. Aujourd'hui, tout est accessible, tout est copié, tout est à jeter. On ne regarde plus les choses, il faut que ça aille vite. Oscar Wilde disait que la mode est quelque chose de tellement laid qu'on doit la changer tous les 6 mois. Aujourd'hui, on doit la changer tous les 2 jours. Et tout ça, c'est parce que la mode s'est industrialisée, au point, si vous voulez mon avis, d'effacer la mémoire du geste, la saisonnalité de la tenue ou même la coupe de l'époque. Et oui, on n'a pas la même coupe des vêtements que ce soit dans les années 70, dans les années 2000 ou dans les années 20. Aujourd'hui, tout se ressemble et en même temps, rien n'est pareil. Aujourd'hui, on ne parle plus de coupe, de draperie ou de fil, mais on parle de tendance. Ça, c'est un mot que je trouve tout à fait vulgaire. On a poussé les curseurs tellement loin dans la consommation et dans la surconsommation qu'on nous force à vouloir tout posséder et en même temps ne rien raconter. On possède, on a, et c'est tout. On n'en fait rien. On ne lègue rien. Très très important, je trouve. Avant, on avait nos grands-pères qui pouvaient nous laisser des costumes. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a troqué la noblesse du vêtement pour la vitesse du vêtement. Le style n'est plus une construction lente que l'on fait sur plusieurs années, mais un clic et un colis dans votre boîte aux lettres. Le formalisme, autrefois synonyme de respect, est maintenant le synonyme de suspect. S'habiller aujourd'hui, c'est presque un acte politique. Si tu mets un costume, on te soupçonne de vouloir dominer, d'être riche, bourgeois, raciste, tout ce que tu veux. Si tu soignes ton apparence, on t'accuse d'orgueil. L'époque glorifie le confort. Bon ça, à la limite, pourquoi pas. Et l'authenticité, mais au fond, elle a simplement peur de l'exigence et du respect. C'est marrant quand même ce mot authenticité, surtout quand il sort de la bouche des gens qui s'habillent dans les mêmes vêtements que les autres, qui portent les mêmes marques que les autres, et qui disent les mêmes choses que les autres. Et ça parle d'authenticité. Si vous voulez mon avis, on a tout simplement perdu l'élégance à tous les niveaux. Pas que vestimentaire, partout. Car l'élégance, ça reste une discipline. Et la discipline, 2025, il n'aime pas la discipline. Alors on s'abandonne au relâchement, on célèbre la paresse comme une liberté, mais un homme sans rigueur, dans sa tenue comme dans sa vie, finit également par perdre de la rigueur dans ses idées. Autrefois, le vêtement disait « voici ma fonction, voici ma place, voici mes goûts, voici mon pays ». Et oui, il y a aussi des vêtements locaux, des vêtements typiques que l'on peut trouver uniquement dans certaines parties du globe. Je pense aux vêtements traditionnels bretons, et également aux bérets occitans, ou encore on pourrait parler du kilt en Irlande et en Écosse. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde s'habille pareil. Que vous soyez américain, français, chinois, tout le monde a les mêmes vêtements. Dans la rue, dans les bureaux, dans les universités, l'uniforme est absent. On est arrivé dans un monde d'hommes interchangeables, sans code, sans symbole. On pourrait dire qu'en effet, l'habit ne fait plus le moine, c'est même le moine qui a jeté son habit. Pourtant, malgré tout, le vêtement garde son pouvoir. Qu'à voir quand vous portez un costume, les gens vous regardent différemment, vous êtes plus complimentés dans la rue. Les hommes qui se lèvent tôt le matin pour nouer leur cravate, repasser leur chemise ou cirer leurs souliers ne le font pas pour paraître. Ils le font parce qu'ils savent que la tenue extérieure forge la tenue intérieure. Parce que s'habiller, c'est résister. Dans un monde qui se dégrade, prendre soin de soi, c'est un acte de foi. L'habit n'est pas une illusion, il est une promesse, celle de rester digne. Alors en conclusion, aujourd'hui, l'habit fait-il le moine ? Oui et non. Non, parce que le vêtement ne crée pas la vertu, le vêtement ne remplacera ni la droiture, ni le travail. Mais oui, parce qu'il rend visible. Il donne une présence, il donne de la forme, il donne de la chair. L'habit ne fait pas le moine, certes, mais il le rappelle à ce qu'il doit être. Quand on porte une tenue, il s'agit d'une promesse silencieuse, que l'on se fait à soi et qu'on fait aux autres, entre ce que l'on est et ce qu'on veut devenir. Donc en conclusion, je dirais qu'il faudrait peut-être commencer par là, réapprendre à s'habiller. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, cette partie-là. Je vais vous envoyer ces liens-là. Et donc, à la fin, on a vu que ce monsieur il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, si on porte des vêtements, peut-être il y aura des commentaires et des jugements quand les autres vont porter. Peut-être on va nous considérer comme quelqu'un qui est raciste ou bien il est trop riche, il a des attitudes pas très bien envers les autres. Et plus, on a vu qu'on ne lègue rien aujourd'hui. Avant, ce qui se passait, que les vêtements de nos grands-parents,
on les possédait et donc c'était la richesse pour nous. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la surconsommation et ce qu'on porte aujourd'hui. Demain, c'est fini, ça n'existe plus ni pour la tendance, ni pour sa valeur. De plus, la qualité de ces tenues, c'est pas la même chose qu'on trouvait autrefois. Et puis, il a super bien dit que tout se ressemble, mais rien n'est pareil. Alors, quel paradoxe. Vous avez quelque chose à dire sur ça? Si vous avez vu que c'est vrai que ça existe vraiment autour de nous? Voilà. Et donc, comme on est presque vers la fin, je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit document que j'aimerais bien partager avec vous pour vous parler des termes liés aux vêtements. Alors, je partage mon écran. Hop, voilà. Vous allez me dire si c'est visible pour vous. Voilà. J'espère que c'est visible pour vous. Alors, et donc, vous voyez les termes liés aux vêtements, au style et aux phénomènes sociaux. Voilà, et donc pour ça, je vais lire pour vous. Alors, le terme que je vous ai choisi, c'est le lookisme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le lookisme? C'est la discrimination fondée sur l'apparence physique ou le style vestimentaire. Par exemple, dans certaines entreprises, le lookisme influence encore les décisions d'embauche. Si quelqu'un porte des baskets pendant l'entretien, et cette personne, elle ne va pas avoir ce poste, ça c'est sûr. Le code vestimentaire, c'est-à-dire ensemble des règles vestimentaires respectées dans un lieu, école, entreprise, soirée. Par exemple, le code vestimentaire du bureau exige un costume sombre. Voilà, ça c'est exigé. Et puis le fast fashion, mode rapide, production massive de vêtements tendance, mais peu durable. Et alors, la fast fashion encourage une consommation excessive et polluante. Quand on parle du style minimaliste, c'est-à-dire style simple, épuré, couleur neutre, peu d'accessoires. Elle préfère, par exemple, un style minimaliste, pantalon noir, chemise blanche. La haute couture, c'est-à-dire un mode de luxe fabriqué à la main par de grands créateurs. Et par exemple, on peut dire la haute couture française est reconnue dans le monde entier. Quand on parle de streetwear, c'est un style inspiré de la rue, basket, hoodie, casquette, vêtements amples. Par exemple, le streetwear est devenu un phénomène mondial grâce au hip-hop. Le style vintage, alors vêtements anciens ou inspirés des années 50, 60, 70. Par exemple, elle adore les robes vintage des années 60. Le chic décontracté, c'est-à-dire smart casuals, mélange d'élégance et de confort. Ce dîner demande un style chic décontracté, chemise, mais sans cravate. Et puis, on a aussi ce qu'on dit la mode durable, slow fashion. C'est une mode respectueuse de l'environnement, durable, éthique. Par exemple, il achète des vêtements en coton biologique dans une démarche de mode durable. Et puis, on a aussi la tenue professionnelle parce que tout le monde travaille, on va au bureau, à l'école, à l'université, à notre organisation où on travaille. Alors, c'est le style formel adapté au monde du travail. Et puis, on peut comprendre à travers un exemple, dans cette entreprise, la tenue professionnelle est obligatoire. L'uniformisation vestimentaire. On en a parlé que dans tous les pays, on porte presque les mêmes vêtements aujourd'hui. Alors, c'est la tendance à ce que tout le monde s'habille de la même manière. Par exemple, les réseaux sociaux encouragent une uniformisation vestimentaire chez les jeunes. Le style bohème, c'est un style inspiré du voyage naturel, fluide, robes longues, motifs floraux. Alors, elle a choisi un look bohème pour l'été. La mode inclusive, je pense qu'il y avait le tout qui en parlait, que les vêtements adaptés à toutes les morphologies, genre peut-être les gens handicapés. La mode inclusive propose des tailles variées et des modèles non genrés. Et puis, le power dressing, c'est un style vestimentaire utilisé pour inspirer l'autorité et la confiance. Des fois, par exemple, on peut dire des femmes adoptent, ou les hommes aussi, ils adoptent souvent le power dressing pour les réunions importantes. Et puis, nous avons aussi le défilé de mode, c'est-à-dire présentation publique des nouvelles collections d'un designer. Le défilé de mode de Paris attire des créateurs du monde entier. Et pour terminer, je vous ai préparé quelques expressions françaises autour des vêtements et de l'apparence. Alors, l'habit ne fait pas le moine, on en a parlé. On ne peut pas juger une personne seulement par son apparence. Il est venu en jean, mais il est très compétent. L'habit ne fait pas le moine. Après, être tiré à 4 épingles, être très bien habillé, impeccable. Pour l'entretien, il était tiré à 4 épingles. Porter quelque chose comme un sac, c'est-à-dire être mal habillé ou porter un vêtement sans élégance. Elle ne met jamais cette robe. Elle dit qu'elle la porte comme un sac.
changer comme de chemise, changer souvent d'avis ou d'attitude, il change d'opinion comme de chemise. Être bien dans ses baskets, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau, confiant. Depuis son nouveau look, il est bien dans ses baskets. Avoir une tenue de circonstance, c'est-à-dire porter des vêtements adaptés à la situation. Pour un mariage, une tenue de circonstance est obligatoire. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon style pour dire que cela ne correspond pas à mes goûts ou à ma personnalité. Les vêtements flashy, ce n'est pas mon style. Être mal fagoté, c'est-à-dire être mal habillé, négligé. Il est arrivé mal fagoté au travail. Et puis avoir fière allure, c'est-à-dire être élégant, avoir une belle stance. Avec ce costume, tu as fière allure. Après mettre les petits plats dans les grands, ou bien on peut aussi dire se mettre sur son 31, ou bien être sur son 31, c'est-à-dire bien s'habiller pour une occasion spéciale. Pour son anniversaire, elle s'est mise sur son 31. Faire tâche, ne pas être à sa place, jurer avec le reste, c'est-à-dire se faire distinguer parmi notre groupe, avoir son jogging au bureau, il faisait tâche. On pouvait facilement l'identifier. Avoir un look d'enfer, c'est-à-dire avoir un style très réussi, très beau. Avoir cette veste, tu as un look d'enfer. C'est-à-dire c'est super bien. Être ringarde, c'est-à-dire avoir un style démodé, ses chaussures sont un peu ringardes. Et puis avoir du style, de l'allure, c'est-à-dire avoir une élégance naturelle, une bonne présence. Elle a du style, même avec des tenues simples. Et tout à la fin, faire bonne impression, créer une image positive grâce à son comportement ou son apparence. Pour ton premier jour au travail, habille-toi pour faire bonne impression. Voilà. Voilà, c'est tout de mon côté. J'espère que ça va aller pour vous. Et comme on a dit, que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, notre personnalité joue un rôle important pour vraiment créer cette ambiance où on va créer une profonde avec les autres. Voilà, on est vers la fin. Je vous remercie de votre présence et votre participation si active. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.